Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Aix-en-Provence pour rencontrer Olivier Nallès. Olivier est avant tout agriculteur. Il produit de l'huile d'olive et du vin. Mais il est aussi président du Comité national d'agriculture biologique. C'est cette double casquette qui m'a intéressée. Quoi de mieux pour analyser le sujet que d'en discuter avec un homme de terrain qui mène le débat national sur ce que doit être l'agriculture bio. Ce que j'ai aimé dans ma discussion avec Olivier, c'est que son rôle d'agriculteur lui donne une vision très pragmatique du sujet. J'ai apprécié également son objectivité et sa franchise. Ici, pas de langue de bois. Il nous souligne les avantages de cette agriculture, bien sûr, mais aussi ses inconvénients et ses paradoxes. Bref, Olivier nous offre un panorama complet de l'agriculture biologique et nous fournit toutes les clés pour se faire notre propre opinion. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans tes bureaux à Aix-en-Provence. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? On est dans mon premier métier d'origine, qui était un métier d'œnologue conseil, puisque quand j'ai eu 25 ans, l'exploitation familiale avec ma mère ne permettait pas de nous faire vivre tous les deux. Donc j'ai exercé un métier, une formation que j'avais eue, qui était la formation d'œnologue, c'est-à-dire donc ce que j'appelle le médecin du vin. Et donc j'ai créé à 25 ans un laboratoire d'œnologie conseil, où je squatte encore aujourd'hui, mais je ne suis plus. J'ai transmis à mes salariés qui sont aujourd'hui les leaders de ce laboratoire, mais donc je squatte encore ces bureaux. Mais après, je me suis réorienté vers l'exploitation agricole familiale, puis une exploitation personnelle. Très bien. Et aujourd'hui, je crois que tu as également la casquette de présidente du Comité national d'agriculture biologique à l'INAO. C'est cette casquette qui nous intéresse pour échanger sur tout ça. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans l'agriculture biologique ? Je vais dire, je choque beaucoup parce que je dis je ne suis pas un biophilosophique, je suis un bioéconomique. C'est-à-dire que je ne suis pas levé un matin en me disant la nature, les environnements, il faut protéger tout ça, je vais aller en bio. J'ai simplement essayé d'être à l'écoute de notre société et il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, j'ai eu le sentiment que nous n'aurions pas d'autre sortie pour répondre aux attentes de la société que l'agriculture biologique. Et je me suis converti d'abord sur mon vignoble, puis sur mon oliveraie, parce que je pense, alors bien évidemment que derrière, je suis plutôt satisfait de ne pas contribuer à la pollution de la planète, ou le moins possible, mais il est clair quand même, et ça j'y tiens parce qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière un voile. On fait de l'économie, on est là, quand on est agriculteur, on est là pour en vivre de cette agriculture. On ne fait pas ça pour le plaisir, en tous les cas, beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens de faire ça pour le plaisir. Donc c'est vrai que l'agriculture biologique, aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette demande du consommateur. Alors, je dis ça aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, alors bon, il y en a qui sont partis il y a 30 ans, les historiques du bio sont partis il y a très longtemps dans le bio, mais on a aujourd'hui, on voit une amplification du phénomène qui va d'ailleurs continuer, il faut pas, parce qu'il y a une demande du consommateur. C'est pas parce qu'il y a plus d'agriculteurs qui veulent aller au bio, c'est parce qu'il y a plus de consommateurs qui veulent des produits bio. Et donc, on incite, que ce soit les pouvoirs publics, la Commission européenne. La future PAC, on le voit très bien aujourd'hui, elle est fortement marquée par l'orientation vers plus de bio. La Commission donne comme objectif 25% de bio en Europe. Il faut savoir qu'actuellement, on atteint péniblement, on n'est même pas encore au 10%, on est plutôt à 8% de surface bio en Europe. Donc, c'est un vrai enjeu français, européen. La France est plutôt bien placée. Alors, on n'est pas des élèves extraordinaires, mais on approche les 10%. Donc, on est un peu devant les autres. Quand tu dis 10%, c'est 10% de la consommation. Ah non, 10% des surfaces. de la SAU. D'accord. De la surface utile agricole,
ça veut dire qu'aujourd'hui, 10% des terres cultivées en France sont en bio. Un ministre nous avait donné des objectifs à 15% en 2022. On n'y sera pas, mais on ne sera pas très très loin non plus. On est sur des progressions actuellement qui restent à 2 chiffres. Entre 15, 16, 17%. Alors après, c'est très variable selon les filières. Il y a des filières comme la viticulture qui est très en avance, où la viticulture a passé les 10% depuis bien longtemps. C'est marrant parce que c'est pas ceux qui ont la meilleure image en termes d'utilisation de pesticides notamment. Oui, c'est assez amusant, mais il faut savoir que sur des régions comme le sud-est et l'Occitanie, on approche aujourd'hui les 20% de surface en bio. Il y avait un gros recul, il y avait un gros retard plutôt sur ce qu'on appelle les grandes cultures, les céréales, les choses comme ça. L'élevage aussi a mis du temps, mais là, ça explose dans le lait, ça explose. Voilà, il y a une vraie dynamique du bio. Bon, j'ai 1000 questions à te poser sur ce que tu viens de dire. Déjà, je suis très long. non, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire comment se définit l'agriculture biologique ? Et j'imagine qu'il y a 3-4 grands items qui la définissent. Concrètement, c'est quoi l'agriculture bio ? Alors, dans les fondamentaux, le fondamental de base qui régit l'intégralité du bio en Europe, c'est l'absence de chimie. C'est-à-dire que le principe du bio, c'est de garantir au consommateur qu'il n'y a pas d'utilisation de chimie dans les produits qu'il va consommer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement phytosanitaire dedans, ça veut dire simplement que je n'ai pas le droit d'utiliser des engrais de synthèse, donc je peux utiliser des engrais naturels issus de fientes de volaille, de plumes, mais donc forcément naturels, c'est-à-dire qui existent en l'état dans la nature. Il n'y a pas bien sûr de produits phytopharmaceutiques, ce qu'on appelle les PPP, transformés, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir du cuivre. Le cuivre est un produit phytopharmaceutique, sauf qu'il est dans la nature et donc on a le droit à l'utilisation du cuivre, du soufre, d'un certain nombre, y compris d'ailleurs d'insecticides naturels. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le pyrètre naturel, qui est un insecticide, qui est du broyat d'insectes, qui nous permet de traiter certaines maladies, parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut vivre, et la période est en train de le prouver, vivre sans se soigner, c'est un peu compliqué. C'est quelque part dire que le bio, c'est pas la nature, je me lève et je laisse faire la nature. La nature, elle est forcément hostile. La nature, j'ai l'habitude de dire, notamment dans le vin, que moi, parler de vin naturel, c'est une aberration parce que la nature, elle ne sait pas faire du vin. C'est l'homme qui sait faire du vin, qui à un moment va maîtriser les choses. Donc, pas de produits chimiques. Il y a après, notamment dans l'élevage, un certain nombre de principes, notamment sur le bien-être animal, comme c'est aujourd'hui quelque chose de très en vogue. C'est vrai que quand je veux faire de la viande bio, je dois respecter un certain nombre. Les animaux doivent être en liberté, il doit y avoir des espèces de promenade. Donc, ça n'est pas que lié. On voit souvent la partie végétale, mais il y a aussi la partie animale. Et tout au long du processus, ce que garantit aujourd'hui un logo AB, c'est qu'au bout de tout ça, par des contrôles assez forts, on va arriver à garantir au consommateur l'absence de ces produits chimiques. Oui, parce que ça concerne l'agriculteur, mais toute la chaîne de production qui va derrière. Le bio va très loin, puisque même maintenant, on a des certifications bio sur des produits de beauté. Donc, c'est pas forcément que de l'alimentaire. Oui, ça va. Ça couvre bien sûr toute l'industrie agroalimentaire, puisque je vais transformer mes ingrédients, mes matières premières. Je vais faire du pain bio, je vais faire des sauces bio. Donc, bien sûr qu'il faut que mes tomates, mon basilic soient bio, mais par exemple, on est aujourd'hui en train de définir peut-être le sel bio qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y a les notions d'épices, voilà. Donc, après, dans l'industrie agroalimentaire, il y a tout ce qui est lié à la stabilisation. C'est-à-dire que là, bien sûr, je perds le droit d'utiliser. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le monde animal, mais dans le monde animal, bien sûr, il y a une extrême limitation d'utilisation des antibiotiques. Ça ne veut pas dire qu'un animal qui va être malade et souffrir, on va le laisser mourir parce que c'est en bio. Donc, il peut y avoir des dérogations
extrêmes qui doivent être validés par un vétérinaire. Et c'est pareil, quand je veux conserver une sauce, avant je mettais un stabilisant et puis basta, ça se conservait. Là, dans le bio, il va falloir utiliser des techniques physiques. Le bio, c'est aussi la promotion de tout ce qui est la physique, c'est-à-dire des filtrations, du chauffage quand je veux pasteuriser. C'est-à-dire je recommande tout ce qui est physique à l'opposé de tout ce qui est chimique. Voilà. Ça, c'est les fondamentaux du bio. Et par contre, le bio n'intègre pas des exigences de localisation, d'origine, c'est-à-dire qu'on peut importer un produit d'Argentine, et si le process respecte le cahier des charges bio, il peut avoir le label bio. Tout à fait. Il n'y a pas de... Le bio est mondial. Bon, il y a le bio lié au règlement européen, qui va donc être un bio lié à un règlement qui est commun aux 27 États membres. Et puis, il y a le bio, ce qu'on appelle pays tiers, parce que j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est sa dénomination, c'est-à-dire qu'on va chercher les pays qui sont tiers à l'Union européenne. Alors, bientôt, il y aura l'Angleterre, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans ces pays tiers, quand ils veulent utiliser le logo européen sur le marché européen, ils doivent être conformes. Alors, le nouveau règlement réaffirme le fait que les produits qui sont marqués bio en Europe doivent respecter totalement le règlement européen, ce qui limite aussi les distorsions de concurrence. Mais toi, en tant que présidente du Comité national d'agriculture biologique, comment tu peux être sûr qu'un produit qui arrive d'Argentine et qui arrive sur le sol français dans une grande surface française, il a respecté le cahier des charges européen qui est imposé ? Toute la crédibilité du système bio est basée sur son système de contrôle. Et je dois reconnaître, pour m'être occupé à avoir, dans une autre vie, présidé le Conseil des agréments et contrôles à l'INAO, qui gère justement la partie contrôle de tous nos signes, que le contrôle européen est un contrôle très fort, il faut savoir que toute entreprise qui est en bio est contrôlée en moyenne en France 1,5 fois par an, une fois, je dirais, systématiquement, et une demi-fois aléatoirement. Donc, on a un système de contrôle très fort avec des plans de contrôle qui sont liés, qui vérifient vraiment les choses. Et pour répondre à ta question sur le sujet pays tiers, on a mis en place au niveau mondial, tout ça est dans un système de normes internationales, sur des normes qui sont très, très claires, qui doivent être réciproques avec les États. C'est-à-dire que pour qu'un État extérieur puisse livrer sous logo européen, il faut que son système de contrôle ait été validé par notre système de contrôle. Donc aujourd'hui, il arrive un produit d'Argentine, s'il est en bio, ça veut dire qu'il y a un organisme certificateur argentin ou parfois français, parce que le plus gros organisme de contrôle qui s'appelle EcoCert est aujourd'hui présent dans je ne sais pas combien de pays dans le monde, je n'ai pas le chiffre, mais donc EcoCert ça peut tout à fait être EcoCert qui a certifié ce bœuf argentin, pour prendre, puisque c'est souvent de la viande bovine qui arrive d'Argentine. D'accord. On ne l'a pas spécifié, mais tu l'as cité plusieurs fois. On parle des logos, donc de l'Eurofeuille avec les étoiles et puis du logo AB. On voit souvent d'autres appellations bio sans qu'il y ait forcément ces logos. Je voyais qu'il y avait une étude qui montrait que le consommateur avait peu confiance aux indications qui étaient mises sur les packaging. Je crois que l'indice de confiance est à 5,9 sur 10, ce qui n'est pas hyper élevé. Comment le consommateur il doit faire pour s'y retrouver dans tout ça ? Alors, ce qui est clair, c'est que l'homme est naturellement bon, mais est naturellement aussi enclin à trouver des échappatoires à la réglementation. Au niveau européen, le mot bio est hyper contrôlé et il n'y a pas d'utilisation. Et je dis bien il n'y a pas, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui va essayer de biaiser sur le sujet, il y a une intervention très rapide des autorités nationales, en l'occurrence en France la répression des fraudes, mais dans tous les États membres. Donc s'il y a le mot bio, il y a forcément l'Eurofeuille, donc la petite feuille verte, qui est le seul logo obligatoire et qui garantit aux consommateurs que le produit est bio. Ensuite, il peut y avoir, et en France on l'utilise assez fortement, l'ancien logo français qui était le fameux logo AB, agriculture biologique, qui continue à perdurer, qui est toléré, qui n'est pas une obligation, mais que les produits français mettent très souvent à côté. Et après, il y a malheureusement
tous les cas, je vais le dire comme ça, je ne suis pas persuadé que ce soit des choix, toute une série de cahiers des charges privés qui sont tout à fait légaux et qui peuvent aller plus loin que la réglementation européenne, qui sont des cahiers des charges complémentaires du bio. D'accord. Donc, et là, après, il y a des marques qui ont fait leur propre cahier des charges, il y a le bio Tartampion, il y a le bio machin. Ouais. Et là, c'est vrai que le consommateur a un peu de mal à s'y retrouver. La Fédération nationale d'agriculture biologique vient de lancer un cahier des charges spécifique aussi, parce qu'ils trouvaient que le règlement européen n'allait pas si loin, dont j'ai oublié le nom. La preuve, c'est que il y en a tellement que je ne veux pas les citer parce que je vais me planter. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un monde aujourd'hui de marques privées, mais qui ne peuvent marquer bio que si, à la base, il y a la certification européenne. Donc ça, quand même, je ne peux pas faire mon cahier des charges et me dire je suis en bio. Non, ça, là, par contre, je suis formel et les autorités y veillent fortement. D'accord. Puis on fait notre police entre nous aussi. Nous voilà rassurés. Voilà. Et je vais passer à la minute économie que je fais toujours du podcast. En moyenne, le bio, c'est 35% plus cher. Je regardais sur des sites e-commerce de grande surface. Le beurre, par exemple, premier prix, il est à 6,80 € le kilo, quand le bio est à 8,50 €. Les œufs, on est à 16 € pièce, 16 centimes pièce en conventionnel, quand on a 35 centimes pièce en bio. Aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qui fait que c'est plus cher ? Alors, déjà, il faut se lever une chose dans la tête. Il y a une célèbre enseigne qui ose, et ça m'exaspère à communiquer sur le bio et pas cher, c'est une débilité profonde. Et pourtant, le patron de cette maison se targue d'être très communicant, et je trouve que c'est assez scandaleux. Pourquoi ? À un moment donné, quand je vais supprimer l'aide de la chimie, je vais supprimer, je dirais, beaucoup de choses. La chimie, par exemple, va me permettre d'augmenter mes rendements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je produis en huile d'olive bio ou que je produis en vin bio, je suis entre 20 et 30% de rendement en moins. Donc déjà, en productivité, je perds parce que l'engrais... Donc déjà, il y a ça. Le deuxième élément qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'à partir du moment où, par exemple, je vais supprimer le désherbant. C'est très bien. Aujourd'hui, on dit que le glyphosate doit disparaître. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est que la disparition du glyphosate dans une exploitation, là où je passais une fois avec mon désherbant et je traitais pour l'année, je vais passer entre 3 et 5 fois avec mon tracteur pour enlever l'herbe que je n'ai pas détruite. Donc, une année comme 2014, qui était une année horribilis pour nous en Provence, où on a eu des pluies tout l'été, disons que annuellement, je passe, on sortait, quand on était en conventionnel, on sortait le tracteur 6 à 7 fois. En 2014, je crois qu'on a été à 22 passages de tracteur. Ouais. Ça pose en termes d'émissions de carbone. Voilà, ça pose des questions d'ailleurs sur l'empreinte carbone, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est facile de dire il faut supprimer ça, mais il faut aussi avoir conscience des conséquences. Je vais prendre un sujet totalement extérieur à l'agriculture biologique, mais qui pour moi est un sujet que le citoyen ne mesure pas. On a dit, c'est facile, on supprime tous les produits phyto et désherbants et chimiques dans les collectivités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une mairie ne peut plus utiliser, depuis déjà 1 ou 2 ans, ne peut plus utiliser de désherbants, de produits de traitement, etc. Mais aujourd'hui, quand le cimetière il est couvert d'herbe, et que les gars gueulent parce qu'en disant « oui, tu te rends compte, ce cimetière est... » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on met des mecs avec une sape à aller désherber. Ça a un coût pour la collectivité. Et ça, pour répondre à ta question sur le coût, oui, aujourd'hui, mais c'est pas 20%. Moi, je vois au niveau de ma filière, alors sur le vin, on est autour de 20-25%. Parce qu'on n'a pas trop d'impôts. Plus cher, bien sûr. De coûts supplémentaires. C'est pas qu'on est plus cher, c'est de coûts supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas du bio plus cher parce qu'on veut gagner plus d'argent. C'est parce que de toute façon, à la base, il nous coûte plus cher.
Sur certains produits, tu citais les œufs qui étaient à 3 fois le prix. Ben oui, parce que le nombre de poules au mètre carré, après, c'est très bien. On n'a plus de poules en cage, il y a du bien-être animal. Et je suis ravi aujourd'hui que les œufs bio prennent de l'ampleur. Mais il faut savoir que là où tu mettais 10 poules, si tu en mets 5, ben, obligatoirement, tu vas doubler tes prix de revient parce que tu vas doubler tes surfaces, parce que tu vas doubler les temps de ramassage, parce que voilà. Donc tout ça, et il faut que le consommateur en soit conscient, le bio, ça coûte aujourd'hui, et économiquement, c'est un coût de... Moi, que je chiffre plus à 30 à 50% de plus que le conventionnel qu'à 20, Ouais. malheureusement. Et est-ce que l'agriculteur est mieux rémunéré quand il fait du bio que quand il fait du conventionnel? Je le disais tout à l'heure, moi je vis à Paris, le bio c'est hors de prix, honnêtement, à Paris c'est un truc de bobo presque. Et je me dis, est-ce que l'agriculteur quand même gagne plus d'argent, ou est-ce que la grande surface elle marge plus, ou est-ce que finalement je paye le vrai prix des choses? Bon, j'ai 1h30 d'explication pour répondre à ta question. 3 minutes. Oh putain, Top chrono. ça va être compliqué. Non, alors, il faut voir, il y a plusieurs éléments là, pour te répondre. Bon, c'est vrai au départ, il y a un coût supplémentaire. Aujourd'hui, je dirais que l'agriculteur arrive au moins à se faire rémunérer des coûts supplémentaires qu'il a. Et que donc, la demande étant un peu supérieure à l'offre, les agriculteurs qui sont partis en bio, notamment ceux qui sont partis depuis longtemps, ont créé des circuits privilégiés où il y a une forme de commerce équitable et de répartition de la valeur. Là, tu parles des petits commerces qui font type Biocop, des choses comme ça, quand tu parles de circuits privilégiés. Sauf que je n'appellerai pas Biocop un petit commerce, Ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est des centaines de Biocop en France. Mais on parle, nous, dans le monde de la bio, des circuits spécialisés. Et c'est un des débats et des enjeux aujourd'hui. C'est pour ça que ta question est large. Doit-on garder le bio dans une niche lié à des circuits spécialisés, dont Biocop est le plus bel exemple de réussite, mais c'est une magnifique réussite au niveau national, et c'est une belle réussite de préservation de commerce équitable. Il y a un vrai engagement de rémunérer correctement les agriculteurs qui fournissent Biocop, etc. Et il n'y a pas que Biocop, il y a d'autres circuits qui ont aujourd'hui Marcel et Fils ici. Il y en a un certain nombre. Le bio, c'est bon. Après, il y a le débat, il y a les bons, les moins bons, les machins. Bon, Biocop est dans tous les cas l'historique et le plus gros, de très loin. Et aujourd'hui, ça représente autour d'une petite quarantaine de % du marché bio en France. D'accord. Ces Quand circuits même. spécialisés. Mais à une époque, c'était près de 60%. C'est-à-dire qu'on voit ces 5 dernières années diminuer la proportion. Alors, il ne baisse pas en quantité parce que le marché augmente, mais il baisse en proportion. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, la grande distribution est rentrée dans le jeu. Et la grande distribution qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, pas 5 ans, parce que ça fait quand même un moment qu'elle est rentrée dans le bio, mais on a vu une explosion ces dernières années, est rentrée, et ça rejoint la remarque que je faisais sur une célèbre enseigne, et a explosé le bio en France. Et aujourd'hui... Comme à chaque fois qu'elle rentre sur certaines verticales. Elle rentre avec sa puissance de commercialisation, sa puissance d'achat, parfois peut-être un certain manque d'éthique, encore que justement maintenant ils essayent tous de se racheter une conduite, mais toujours est-il que on a vu exploser le marché du bio, les chiffres de l'agence bio, si vous voulez, tous les chiffres de l'agence bio, allez les voir sur le site de l'agence bio, vous avez toutes les études, c'est très bien fait, bon il faut avoir envie de lire tout ça, mais il y a vraiment des études précises chaque année qui montrent notamment les augmentations du volume de la bio en France. Et donc, aujourd'hui, on est dans ce tournant où doit-on garder à la bio sa dimension historique et sa création de valeur, puisqu'on est quand même, on crée de la valeur avec le bio. Est-ce qu'on en crée suffisamment ? Pas toujours. Pas toujours. J'ai vu des agriculteurs bio ne pas s'en sortir. Et là rentre un troisième débat derrière. Doit-on aider l'agriculture biologique ? Moi, je sais que je suis autant un fervent de l'aide à la
conversion. C'est ce qu'aujourd'hui l'Europe prône maximum. Hein. Pendant 5 ans, vous êtes aidés. Je me suis toujours battu contre l'aide au maintien parce que si à un moment donné, l'économie, et ça rejoint ta question de départ, l'économie n'est pas, entre guillemets, la base de la production bio, elle ne tiendra pas. C'est-à-dire que si elle doit être une économie aidée, elle ne survivra pas. D'accord. Et donc, on le disait, c'est plus cher. Est-ce que la demande, elle suit? Je voyais qu'en fait, il n'y avait que 6% du panier moyen des ménages qui a vocation à acheter du bio. C'est-à-dire que les gens achètent en moyenne 6% de bio. C'est ça que j'ai en tête, que j'ai vu. C'est en progression, mais on est plutôt aujourd'hui vers 7-8. Voilà. Ouais. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas 50% Et du panier. est-ce que tu penses que les gens sont prêts à suivre? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence entre le citoyen, où on est tous d'accord de dire qu'il faut une agriculture plus propre, qu'il faut moins d'utilisation de pesticides. Mais finalement, quand on est en grande surface, en fait, on fait toujours le choix du prix le moins cher, où le prix, en tout cas, est un facteur clé d'achat. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à se responsabiliser là-dessus et à dépenser plus d'argent pour acheter de la qualité et du bio? Alors, la réponse est oui. Mais la réponse est encore plus oui. Alors après, le problème est de la mémoire. Mais la crise qu'on vient de vivre à travers, alors, je ne sais pas pourquoi on s'est mis à la Covid-19. Je dirais qu'il y a 6 mois, j'aurais peut-être pas fait une réponse aussi claire. Aujourd'hui, on a repris conscience. Pendant 3 semaines, les Français se sont réaperçus que manger, c'était important. Il y a un chiffre pour moi qui est très parlant, c'est que sur les... Là, je renvoie au CREDOC, pas à l'Agence Bio, mais au CREDOC, qui est le centre de recherche sur l'alimentation et sur la consommation en France. Le CREDOC nous explique, hein, c'est un constat, que la part de l'alimentaire dans le budget des ménages a baissé. On était à une époque autour des 25 à 30% du budget des ménages était consacré à l'alimentaire. Aujourd'hui, de tête, on doit être autour des 12 et quelques pourcents. Hein. Et chez les moins de 30 ans, on est en dessous de 10%. C'est-à-dire que globalement, je ne consacre plus rien à manger. Enfin, plus de l'argent que je gagne. Alors bon, là-dedans, vous avez bien sûr le logement qui est presque 50% du budget, enfin, surtout quand on habite à Paris. Je confirme. Oui. Donc, lors du début du confinement, les gens ont découvert qu'ils pourraient peut-être ne pas être alimentés. Et là, ça a été, les agriculteurs tiennent, ils ont approvisionné, nous n'allons pas mourir de faim, les pâtes, le riz, etc. Enfin, c'était assez amusant parce qu'on est sur des générations qui n'ont jamais connu de guerre. Moi, mon grand-père, j'ai toujours connu gamin une armoire complète dans la maison qui était pleine de boîtes de conserve. Il avait connu la guerre de 39-45 et on était dans les années 70, donc on était 30 ans après, il y avait toujours les boîtes de corned-beef, etc. Parce que se nourrir, ils avaient connu ce qu'étaient les restrictions et le fait de ne pas se nourrir. Pourquoi je donne cette réponse? C'est parce que quand on regarde aujourd'hui cette période, le bio a explosé pendant la période du confinement. Alors quand je dis a explosé, les derniers chiffres qui sont sortis, c'est des progressions à 17-18% de la consommation bio pendant la période du confinement. Parce que, donc, aujourd'hui, ils ont retrouvé le fait qu'il fallait que se nourrir n'était pas accessoire et se nourrir bien était encore mieux. Donc, c'est vrai qu'on vit actuellement sur une mini-vague. Tu penses qu'elle va durer, cette vague? Alors, voilà, tout le débat et tout l'enjeu, c'est est-ce que cette vague, et c'est pour ça que je parlais de mémoire collective tout à l'heure, j'ai bien peur que ce qui, pendant quelques semaines, est apparu comme être quelque chose d'important, mais je pense que ça laissera quand même des traces, parce que il y a, j'ai loin de moi les capacités d'analyser les conséquences psychologiques pour notre communauté de cette crise qu'on vient de vivre, mais en tous les cas, elle a perturbé des choses, elle a fait des prises de conscience. Jusqu'où ça ira, ça on pourra en parler dans quelques années, mais il est clair que oui, aujourd'hui, mieux manger, alors j'enlève la partie
Comme tu disais, Bobo, tout à l'heure, je deviens végan parce que les pauvres animaux, je veux pas qu'on les tue, ou des choses comme ça. Là, bon, ça, c'est une micro-partie de la société qui gonfle, qui est très présente chez les jeunes. Enfin, qui est présente chez les jeunes. Très, n'est peut-être un mot trop fort. Mais au-delà de ça, il y a la prise de conscience, mais qui est une prise de conscience globale, que notre planète, on est en train de la bouffer, que si on ne fait rien, nos petits-enfants, ils risquent de ne plus avoir grand-chose pour vivre sur Terre. Enfin bon, il y a une prise de conscience assez globale, écologique, mais qui est très confuse, qui part dans tous les sens, c'est-à-dire que je veux bien que, oui, il faut de la planète, mais là, en ce moment, il n'y a qu'à voir quand la mesure de limiter à 30 km/h dans les villes la circulation, quand les citoyens vont être ou quand on dit le périphérique à 40 ou à 50 km/h, je ne suis pas persuadé que le même qui avait la conscience écologique importante supporte qu'on lui impose de rouler à 30 km/h dans les rues de Paris ou ailleurs. Ouais. Et comment on peut faire aussi, parce que même si les gens sont prêts à consacrer une plus grande partie de leur budget pour bien manger, certains ne pourront pas se le permettre parce qu'ils n'auront pas le portefeuille pour. Comment on fait pour qu'à terme, l'agriculture biologique, pour la démocratiser et qu'elle soit accessible à tous ? Alors, c'est là où, tout à l'heure, comme je n'ai pas eu 1h30 pour répondre, je n'ai pas pu développer. Non, je te taquine. C'est vrai que, et c'est un des objectifs alors gouvernementaux et sociétaux, parce que souvent ils se rejoignent, plutôt le gouvernement essaie d'écouter la société, sur la notion des circuits. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu vas payer une fortune, j'allais dire un poireau, une carotte dans un magasin spécialisé à Paris, je te prie de croire qu'il y a plus de 50% du prix, pour pas dire 60% du prix, qui n'ont pas été donnés à l'agriculteur. Donc, mais parce que, alors après, on peut discuter, le transport, le stockage, les pertes. Un des éléments très forts, c'est aussi quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, c'est la notion des pertes et du gaspillage. Où là, on est aussi en pleine incohérence sociétale, qui est de dire... je veux que des choses fraîches, bien présentées, machin, plus de 3 jours, les DLUO, je jette, etc. Et de l'autre côté, quand il faut voir qu'un épicier qui va acheter 100 de marchandises pour te faire un étal avec tous les fruits, les légumes, les machins, il en jette entre 30 et 40%. C'est-à-dire qu'il a 30 à 40% d'invendus Donc, quelque part, quand il a acheté 10, ça lui a coûté quasiment 20. C'est des choses comme ça qu'on ne voit pas. D'où, et là j'ai fait une digression pour répondre à ta question, oui, les solutions, on travaille dessus. Je participe alors, anciennement au titre de la Chambre et puis maintenant au titre d'autres fonctions sur tout ce qui est le développement des circuits courts. Alors c'est un joli mot, circuit court, mais ce qui amène circuit court amène diminution du gaspillage, amène production directe, voire périurbaine, voire... alors, j'ai un peu de doute sur la production et sur l'agriculture urbaine. C'est la grande mode en ce moment. On va faire les champignons dans les parkings, on va faire les courgettes et les tomates sur les toits de Paris. Bon, allez, admettons, j'ai un peu des doutes. Surtout qu'on ne peut pas les faire en bio parce qu'ils sont hors sol. Parce qu'une des choses dans le fondamental du bio, c'est qu'on doit avoir un lien à la terre. Donc, je ne peux pas faire du hors-sol, donc je ne peux pas faire du container dans Paris en bio. Bon, ça, je referme la parenthèse. Donc voilà, on a ce qu'on appelle les PAT, les programmes d'alimentation territoriaux, qui sont aujourd'hui, ont été mis en place par la loi Egalim, enfin mis en place, il a été mis en place avant, mais renforcé par la loi Egalim, où il y a des vraies réflexions, justement, de création, de halles, de facilitation, si c'est un mot un peu barbare, qui amène non pas qu'on va moins cher, mais parce qu'on supprime des surcoûts de transport, de gaspillage, de choses comme ça. Alors, bien sûr, il y avait les paniers familiaux, les choses comme ça, mais aujourd'hui, on essaye d'alimenter notamment les cantines. Donc oui, on devrait arriver à faire baisser un petit peu
et à faire bénéficier plus de population de cette nourriture. Là où je te rejoins, c'est qu'on a fait l'expérience aujourd'hui, on s'est arrêté chez un producteur de légumes, on a pris 1 melon, 2 avocats, 4 tomates, 4 brugnons, on en a eu pour 6 euros. En fait, quand on arrive de Paris, on se dit c'est trompé sur le prix, c'est pas possible. Voilà, et c'est sûr qu'en allant directement au producteur, c'est ce qu'on constate, en faisant les interviews, ça coûte moins cher. De toute façon, je veux dire, aujourd'hui, 1 kilo de tomates bio est payé à l'agriculteur moins d'un euro. C'est 60-65 centimes du kilo de tomates bio. Je te défie de trouver à Paris des tomates bio ne serait-ce qu'à 1 euro. Elles vont arriver à 3-4 euros la tomate. Mais quand on dit ça, on a l'impression de dire les intermédiaires sont des voleurs. Non. Je ne dis pas qu'ils ne mangent pas, tout le monde doit manger, c'est le fondement du commerce équitable, c'est que chacun doit pouvoir prendre. La base de notre économie, c'est je crée une valeur et je la répartis. Et donc, la valeur qu'on crée, elle doit être équitablement répartie, mais il y a quand même des vraies raisons au surcoût parisien. La logistique à Paris, elle est un peu compliquée. Hein. Le temps passe et j'aimerais parler avec toi, vu que tu as en plus la casquette d'agriculteur, de comment on fait pour accompagner. Tu parlais d'aide à la conversion, mais aujourd'hui, le vrai poids, il pèse quand même sur les agriculteurs de prendre le risque de passer en bio. Hier, j'étais voir une productrice de lavande qui, au début, a tout passé en bio, en se disant je vais faire que du bio. Et en fait, elle a perdu beaucoup d'argent parce que les mauvaises herbes ont poussé, ont mangé tous ses pousses. Elle a perdu 3 ans et des milliers d'euros. Comment on fait pour aider les agriculteurs à faire cette transition ? Alors, on revient d'abord à la question que tu me posais tout à l'heure, c'est-à-dire que partir du principe que le jour où je pars en bio, je sais qu'il va falloir que j'investisse dans du matériel, que j'investisse dans du personnel. Si je ne prends pas conscience de ça au départ, je suis perdu. C'est-à-dire que oui, elle pourrait plus réussir dans la lavande bio, mais ça veut dire qu'elle avait du personnel, du matériel. Aujourd'hui, on a des robots pour désherber, notamment dans le maraîchage, on met au point des robots. Mais voilà, il faut partir du principe que la nature ne permet pas à la lavande de pousser toute seule. Non, il faut qu'à un moment donné, je la nettoie. Donc, pour répondre à ta question, il y a le fondement de l'agriculture bio et pour un agriculteur, c'est à un moment donné de se dire je ne peux produire en bio que parce que je vais trouver des marchés qui sont prêts à payer le surcoût que j'ai. Si je ne me mets pas ça dans ma tête au départ, je vais dans le mur. Et je me répète parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne bâtit plus l'époque de l'Union soviétique où il y avait une économie dirigée et où on achetait au prix fixé par l'État est terminée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux faire du bio, il faut que j'ai une étude de marché qui me permette de dire mais mon surcoût va être ça et je vais être capable demain de trouver un marché sur ce sujet-là, à ce prix-là. Et ça n'est que dans ces conditions que le bio peut réussir. Et d'ailleurs, j'avais interviewé Lucie qui fait des poules pondeuses en Vendée. Et elle, au début, elle voulait s'installer en bio. Et sa coopérative lui a dit non, il n'y a pas assez de demande pour le bio pour l'instant pour qu'on puisse vendre tes stocks. C'est vrai que... Et t'es basculé en conventionnel. Voilà. Alors là où il y a 2 choses derrière. Donc c'est pour ça que autant, notamment, on a une phase d'adaptation qui est prise en compte, qui est de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour un agriculteur conventionnel de basculer son exploitation en bio ? Techniquement, c'est suivant les produits, mais par exemple pour les plantes pérennes comme la vigne, l'olivier, c'est 3 ans de conversion. L'Europe estime que entre le départ, puis les sommes sont relativement faibles. Actuellement, un agriculteur en conversion, il va toucher 300 € par hectare. Il faut savoir que le prix de revient d'un hectare de vigne, c'est autour des 6 000 €. Donc aujourd'hui, sur 6 000 €, ça veut dire qu'on va me donner 5% de prime pour passer en bio. Donc c'est pas ça qui est le moteur aujourd'hui de la conversion. Donc bien sûr qu'il y a ce petit coup de pouce. Et en plus, pendant cette période-là, j'ai les coûts du bio et je ne peux pas vendre en bio. Et oui. C'est que la 4e année où je peux commencer à vendre mon vin ou mon huile d'olive en bio. Donc pendant 3 ans, j'ai les coûts du bio. Donc là, oui. Et on se bat au niveau de la future PAC pour renforcer ces aides à la conversion. Et là, il y a un vrai... Et après, il y a des collectivités territoriales. Nous, ici, dans les Bouches-du-Rhône, Martine Vassal a fait le choix
de mettre en place un système d'aide à l'investissement, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, ta productrice de lavande, elle avait besoin d'un robot. Si dans les Bouches-du-Rhône, elle pourrait obtenir 30%, alors plafonné, alors ça dépend le prix du robot, mais enfin plafonné de tête, c'était autour de 40 000 euros. Donc elle pouvait avoir 30% de 40 000 euros d'aide spécifique du département des Bouches-du-Rhône pour pouvoir acheter son matériel supplémentaire pour pouvoir cultiver, donc diminuer un peu ses coûts de revient. Voilà. Mais le système en lui-même, il doit être basé. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la demande consommateur, mais est-ce qu'elle va durer? C'est toute l'inquiétude de tous les producteurs. La demande consommateur fait que les gens sont prêts à payer, alors pas beaucoup plus, mais un peu plus pour avoir du bio. Et c'est la réussite de la grande distribution dans le monde du bio en ce moment. Tu as employé le terme de transition. Ça aussi, les consommateurs, il faut qu'ils en soient conscients. Enfin, là, je vais peut-être parler plutôt à l'agriculteur, mais les gens sont quand même très exigeants vis-à-vis de l'agriculture. Ils veulent une agriculture plus propre, presque tout de suite. Mais ça prend du temps. Ça ne peut pas venir comme ça en claquant des doigts. C'est surtout qu'il est logique que quand je vends un produit bio, si j'ai eu des pratiques non bio avant, il faut que la terre ait un certain temps d'adaptation, donc voilà, c'est une forme de nettoyage. Quand on parle de transition et de conversion, la période de conversion, c'est le terme exact, mais c'est pareil pour une vache quand je veux faire du lait bio, donc il va falloir que je lui fasse pâturer alors de tête c'est 2 ans sur la conversion pour le laitier, pendant lequel ma vache va manger de l'herbe bio et pas de l'herbe traitée au désherbant ou des choses comme ça, aux engrais chimiques. Donc bien sûr, il y a cette part que le consommateur ne voit pas qui rentre dans nos coûts, mais surtout, et qu'on soit clair, aucune agriculture bio n'atteint la productivité d'une agriculture conventionnelle. Les baisses de rendement, au mieux c'est 20%, et souvent c'est 30, 40 à 50% de baisse de rendement. Donc rien que là, j'ai les mêmes coûts de production, voire des coûts de production supplémentaires, et j'ai 2 fois moins de produits. Je lisais hier soir les statistiques du blé bio, là, parce qu'en ce moment c'est le grand truc, puisqu'on finit les moissons. Voilà, on a une récolte en blé en bio en France qui, cette année, a eu des pertes importantes. Alors la filière blé normale aussi. Mais voilà, mais il y a des écarts de productivité de 30 à 40%. Et le challenge, il est d'autant plus grand que j'ai l'impression que les agriculteurs subissent un peu le changement climatique en ce moment. Et finalement, les pesticides étaient une des manières pour eux de sauver leur culture, etc. Et en fait, alors qu'on va prendre le changement climatique maintenant de pleine face, on leur enlève des armes pour faire face à ça. Vaste 2 sujet. minutes. Oui, mais tu me poses des questions qui sont plus qu'intéressantes et qui me passionnent en plus parce que j'arrive à un âge où je peux me permettre d'être plus dans la réflexion que dans l'action. Quand on arrive à la soixantaine, on a un peu plus de temps pour réfléchir et puis surtout d'essayer de réfléchir à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est beaucoup plus complexe que ta question. Bien sûr qu'il y a le changement climatique. Donc le changement climatique, il a plein d'effets. Alors il y a des effets positifs, des effets négatifs, des problèmes de gestion de l'eau, etc. Bon, ça c'est clair. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est qu'aujourd'hui, les rééquilibrages dans la nature, les réactions, par exemple, les insectes, on voit réapparaître des choses qu'on ne voyait plus, puisque pendant 40 ans, disons depuis 50 ans, puisque c'est depuis l'après-guerre, et je dirais l'agriculture, où il fallait que les agriculteurs nourrissent la France après la guerre de 1945, où là on a massivement utilisé le DDT, le machin, le truc, enfin tous les produits chimiques, alors qui étaient une abomination, qui étaient ce que j'appelais des lance-flammes. Mais on a détruit les moustiques, et aujourd'hui tout ça se redéveloppe. Et avant que on retrouve des équilibres. Alors bien sûr, les puristes vont t'expliquer que quand il y a un insecte qui se développe, il y aura un prédateur qui va se développer, qui empêchera que... Moi, je m'occupe beaucoup de vignerons en Corse. Là, on a vu apparaître la pyrale des agrumes. Moi, je ne savais même pas il y a 2 ans qu'elle pouvait s'attaquer aux raisins. Sauf qu'elle s'est redéveloppée, il n'y a pas eu assez d'agrumes pour la nourrir,
On l'a vu arriver sur la vigne. Sauf que je suis en bio, je n'ai pas d'insecticide. Donc, voilà. Et ça, je pense qu'on n'imagine même pas encore tout ce qui va nous tomber sur la tête dans les années, parce qu'on est encore dans une phase où il y a encore un peu des insecticides. Mais quand on est... Et là où je rigole, parce qu'il faut de temps en temps un peu se moquer, c'est que quand nos petits copains parisiens vont débarquer en Provence, en Languedoc, où après des années de traitement anti-moustique, on avait trouvé presque une sérénité. Mais qu'on va avoir un redéveloppement de nos petits copains les moustiques qui vont attaquer. Là, ça va hurler en disant, mais comment on ne les détruit pas? Mais c'est scandaleux, je suis bouffé par les moustiques. C'est un exemple sarcastique, mais voilà, il faut se dire qu'on n'est qu'au début, et c'est pour ça que je te dis ta question, elle est beaucoup plus vaste que le changement climatique. On est au début de la recréation d'une... Alors, on a des phénomènes climatiques qui sont beaucoup plus extrêmes, on le voit chaque année, avec des pluies extrêmes, avec des froids extrêmes, puis des chauds extrêmes. Bon, on a un problème du climat, mais ça, c'est un autre sujet beaucoup plus large que ce que je peux dire. Mais derrière, il va y avoir plein de conséquences de l'abandon des produits phytopharmaceutiques qui vont faire qu'on n'est qu'au début de nos surprises. Et on va perdre des récoltes sur des insectes qu'on n'imaginait même pas, et dans toutes les cultures. On est un peu en cure de désintoxication de produits phytosanitaires. C'est tout à fait ça, sauf que, voilà, comment on va gérer cette phase intermédiaire? Aujourd'hui, je suis quand même un petit peu inquiet, parce que, très bien, on ne veut plus... encore une fois, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais je ne suis pas persuadé que ceux qui prônent ça ont imaginé toutes les conséquences en coût. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les collectivités territoriales aujourd'hui, gérer les herbes, les machins, les trucs. Mais des choses aussi simples que... J'étais sur une commune pas très loin l'autre jour, pas très loin d'Aix, qui est un peu ma commune de base, qui est Saint-Cana. Et j'étais avec l'adjoint aux espaces verts et je vois les platanes, mais ils sont en train de crever. Et il me dit, j'ai plus le droit de traiter. On a les platanes. Alors là, quand les gens vont abattre des platanes qui ont 100 ou 150 ans parce qu'ils sont en train de crever, parce qu'on n'a plus le droit de les traiter, on va dire, mais comment il faut sauver ces platanes? Eh oui, Coco, il faut sauver ces platanes, mais on n'a plus le droit de la chimie. Donc, tu vois, il y a c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Comme souvent dans notre société, on est dans des aberrations. Un exemple qu'on a vécu l'an dernier au sein du comité national de l'agriculture biologique, qui est le chauffage des serres. Alors, ça a déchaîné les médias. Le ministre est venu au comité national. Aucun ministre n'avait assisté à un comité national de l'INAO. C'est typiquement le genre de bonne idée et de mauvaise solution. C'est quoi? C'est parti du fait que l'AFNAB a lancé une pétition sur l'interdiction du chauffage des serres l'hiver, en disant c'est pas écologique, et puis bon. Moi, j'ai poussé, et c'est ce que le ministre a accepté, sur le fait de dire c'est pas le chauffage qui est problématique, c'est le fait de désaisonnaliser la consommation de fruits et de légumes, et que manger des tomates en janvier, en décembre, en décembre, il y a encore un peu de tomates qui finissent de la saison, mais disons en janvier, février, mars, qui était le gros cœur d'absence de la tomate, de l'aubergine, de ce qu'on appelle les légumes d'été, c'est vrai qu'il y avait une forme de logique. Donc l'idée de départ, elle est bonne. Sauf que derrière, l'Europe ne veut pas statuer sur le sujet. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la France, toute seule, le comité national que je préside, qui est saisi pour prendre une décision spécifique à l'agriculture française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors après, je vous passe les débats parce que ça n'a pas d'intérêt, mais ça a été des débats très longs, très violents. Et au bout du compte, pour arriver à quoi? On a interdit la commercialisation des légumes d'été bio du 22 décembre jusqu'au 30 avril. C'est-à-dire que je ne peux pas commercialiser en France de tomates bio françaises. Mais je peux commercialiser de la tomate marocaine bio, de la tomate espagnole, la tomate belge. Donc voilà, après on a essayé de faire que les enseignes jouent avec nous le jeu, mais les enseignes spécialisées, on parlait de Biocoop, jouent le jeu et refusent de commercialiser. Par contre, je ne suis pas persuadé que d'autres enseignes, quelles qu'elles soient, n'aient pas commercialisé. Mais c'est simplement dire que le danger de la bien-pensance, d'idées qui sont
politiquement correctes, on va dire, amènent à des décisions qui créent des distorsions de concurrence et qui font que nos agriculteurs sont défavorisés par rapport aux autres agriculteurs européens. Voilà, on s'est tiré un peu une balle dans le pied franco-française. Conclusion, ne pas manger de tomates en janvier, février, mars. C'est vrai que c'est pas plus mal de ne pas manger de tomates en janvier, février, mars. Puis il y a des tomates en conserve, y compris des tomates bio en conserve, donc pourquoi pas. Et ça m'amène à ma question suivante. Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que c'est imaginable d'avoir une agriculture qui soit 100% bio ou est-ce que c'est complètement utopique ? J'allais dire, je vais pas répondre oui ou non parce que elle est en tous les cas dans l'esprit d'un certain nombre de nos décideurs politiques et probablement dans l'esprit de certains consommateurs. Je pense que la réalité rattrapera les choses et que je ne nous vois pas capables aujourd'hui de nourrir la planète en bio. Alors, ne serait-ce que l'Europe. Je dis souvent avec un peu de tristesse que on gère des problèmes de riches en France. Notre problème, c'est est-ce que je vais manger un œuf bio que cette pauvre petite poule, elle n'a pas été en cage et elle a pu courir dans la nature. Bon, faut pas oublier, on est aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. On nous annonce 10 milliards en 2030. Ouais. C'était ma question d'après, c'est voilà. Parfait. Écoute, j'anticipe tes questions, même sans les connaître. Il y a, sur ces 7 milliards, il y en a, je ne sais pas combien, je ne veux pas dire un chiffre à la con, mais il y en a un paquet, le matin, ils se lèvent pour savoir ce qu'ils vont manger. Pas de savoir si c'est bio, si c'est naturel, si la poule, elle a pu courir. Le problème, ça sera de dire, est-ce que je vais pouvoir me nourrir mes enfants ? Et ça, c'est le propre un peu des civilisations riches. Même si tout le monde, bien sûr, beaucoup estiment ne pas être riche, mais le plus pauvre d'entre nous est certainement beaucoup plus riche que, je ne vais pas citer de pays. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut qu'au cœur de nos préoccupations, toutes les pratiques qui n'abîment pas notre terre doivent être prônées à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, pas à l'échelle européenne, pas à l'échelle de nos... Sur les 7 milliards, on est quoi ? Aujourd'hui, l'Europe ne pèse même plus de 10% de la population mondiale. Il ne faut pas l'oublier, ça. On n'est plus rien dans le monde, au sens strict. Mais après, à un moment donné, il va falloir nourrir ces 10 milliards d'habitants. Alors, il y a des réflexions qui sont menées. La FAO travaille beaucoup là-dessus. La FAO, qui est l'organisme... émanant de l'ONU, qui est l'organisation internationale qui gère l'agriculture et l'alimentation. Mais c'est clair qu'on est dans une phase où, oui, il faut avoir de bonnes intentions, mais à un moment donné, il ne faudra pas oublier qu'il faut nourrir d'abord notre population correctement avant de s'amuser à notre petit confort de la poule qui court en plein air à louer. Très clair. Et je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être agriculteur d'une part et puis de t'investir comme ça pour faire avancer l'huile d'olive, l'agriculture biologique, de faire avancer finalement le monde agricole ? Ma première fierté, c'est de donner du plaisir à mes consommateurs. Alors c'est vrai que j'ai la chance de produire du vin et de l'huile d'olive. C'est pas les produits les plus désagréables. Voilà, et que j'ai l'habitude de dire la réussite du rosé, qui est mon fer de lance dans mon exploitation, c'est de donner du plaisir aux consommateurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de la nourriture, il va avoir du plaisir, et en dégustant mon huile, c'est pareil. Donc ça, je suis très fier de ça, de participer à ce phénomène plaisir. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a animé depuis toujours, c'est de dire que aujourd'hui, quand je suis agriculteur, je ne suis pas qu'un producteur de nourriture. Je suis aussi celui qui entretient un territoire, qui entretient des paysages. Tu es allé voir un moulin dans les Baux. Si demain, il n'y a plus d'oliviers, quand tu vas monter dans les Baux, tu vois, ça ne va plus vraiment être aussi joli. Et s'il n'y a pas un couillon d'agriculteur pour cultiver les oliviers, pour se crever et pas forcément gagner d'argent en bas, il n'y aura plus d'oliviers dans les Baux. C'est pour ça que mon engagement, il a d'abord et il est autour des appellations d'origine, parce que l'appellation d'origine, elle entretient le territoire et elle maintient la valeur de la production dans le territoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment, pour répondre à ta question, ma fierté, c'est de me battre pour que
on continue, nous, à produire nos produits du terroir à proximité de notre population. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis? Alors, je ne vais pas te donner un truc sur le bio directement parce qu'il n'y a rien de très sexy qu'on peut raconter le jour. Puis on a déjà appris plein de choses. Voilà, j'ai d'abord raconté beaucoup de choses. J'ai parlé un peu du taureau de Camargue. Alors, c'est une histoire qui m'avait fait beaucoup rire il y a quelques années quand l'AOP taureau de Camargue est né. Quand un cahier des charges, quand on le reconnaît en France, il part à Bruxelles. Sauf que quand il arrive à Bruxelles, il a fallu expliquer aux fonctionnaires européens que le taureau de Camargue, il n'en avait pas. C'était un bœuf. Parce qu'on appelle ça taureau de Camargue, mais pas les mâles. Ils sont je ne savais pas. Même moi, je savais pas. Okay. Voilà, ils sont castrés. C'est des bœufs. Pourtant, tu viens d'une région où il y a quelques bœufs de belle qualité. Moi, je suis un amateur de viande. Et la chalosse m'intéresse. Tu manges jamais le taureau. C'est vrai. Tu manges le bœuf. Le bœuf, je rappelle, c'est en général, c'est vraiment le bœuf castré qui est la plus belle viande. Et dans nos taureaux de Camargue, c'est pareil. Mais allez expliquer que l'AOP, elle s'appelle taureau de Camargue, mais que le taureau, il n'en a pas, ça, j'avoue que ça nous a fait rire très longtemps. Et c'est une histoire qui, je pense à Bruxelles, a fait quelques choux gras à une époque, il y a très longtemps. Parfait. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter si on a une question, si on souhaite te discuter avec toi. Je pense que je suis quelqu'un qu'on peut contacter assez facilement, d'abord par les réseaux sociaux, parce que je suis présent à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook et sur LinkedIn, donc les 3 réseaux. Au nom d'Olivier Nalès. Avec Olivier Nalès, je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais j'essaye quand même de répondre. La preuve, je t'ai répondu. Exactement, et très vite. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Olivier, pour ton accueil. C'était très intéressant. Et surtout, merci beaucoup pour ton objectivité sur le sujet et ta franchise. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Merci à toi, Louise. Bonne fin de journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.